Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire sur les achats. Donc, on va essayer de vous aider à répondre à la question comment décupler vos performances avec le lancement d'une marketplace. Donc, on va attendre quelques secondes que tous les participants au webinaire soient réunis et rejoignent le webinaire. Et on va pouvoir le commencer. Alors déjà, on va réaliser une vérification technique pour savoir si tous les participants nous voient et nous entendent. Donc n'hésitez pas à utiliser le bouton de chat, ce sera l'occasion de vous familiariser également avec l'interface. Voilà, ça semble en tout cas être le cas. Voilà, donc merci beaucoup. Donc c'est un webinaire qui est organisé en partenariat avec TradeShift et Marjory. Donc moi je suis Head of Marketing et Sales chez Marjory. Marjory, c'est une solution d'automation pour les entreprises et qui a développé une practice e-commerce marketplace. Donc j'aurai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Julien Lévesque-Claudet de TradeShift. Bonjour Julien. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc Julien Lévesque-Claudet, moi je suis en charge des activités de value consulting pour la région EMEA, ainsi que de la stratégie et du go-to-market des solutions marketplace B2B chez TradeShift. Donc TradeShift, c'est à la fois un réseau B2B et un éditeur de solutions informatiques. On est présent sur 3 marchés, les logiciels SaaS pour digitaliser les processus transactionnels de la supply chain. On a des solutions FinTech et enfin, on est un éditeur donc de plateformes marketplace B2B. Donc enchanté de pouvoir échanger un peu avec vous aujourd'hui. Alors nous vous proposons de démarrer ce webinaire par un sondage qui va nous permettre de comprendre un peu quel est votre niveau de maturité sur la notion de marketplace B2B. Donc le sondage devrait directement s'afficher sur votre écran. N'hésitez pas à écrire un message dans le chat si vous avez un souci technique. Et donc vous avez 5 propositions de réponse. Le premier niveau, c'est vous n'avez pas de connaissances sur le sujet, ou alors vous êtes en train de vous renseigner, voire vous aimeriez mettre en place une marketplace B2B au sein de votre organisation, mais vous pouvez rencontrer quelques freins. Vous êtes peut-être déjà en train de mettre en place en fait une marketplace B2B, voire même vous utilisez une marketplace B2B au quotidien. Alors, on vous laisse quelques secondes pour pouvoir répondre. Voilà, donc on va essayer de vous communiquer les résultats du sondage en direct. Sinon, si besoin, on le fera en fin de webinaire. Mais comme l'a dit Julien, ça Voilà, va quelques résultats qui arrivent encore. nous permettre de mieux comprendre quelles sont vos attentes pour pouvoir aussi adapter notre discours à vos attentes. Je ne sais pas si Julien, tu veux faire une première Oui, synthèse. il y avait encore quelques résultats qui arrivaient. Écoutez, c'est intéressant de voir que déjà, tout le monde a au moins un premier niveau de connaissance sur le sujet, puisque personne n'a répondu: «Je n'ai pas de connaissances», et on voit une tendance, un peu moyenne entre, soit vous êtes en train de vous renseigner, soit vous avez la volonté de démarrer un projet marketplace, B2B. Donc on voit aussi qu'il y a quelques personnes qui utilisent déjà des marketplaces B2B au quotidien, donc ce sera intéressant parce qu'elles pourront peut-être nous faire part de leur expérience dans la session de Q&A. Très bien Alexandre, on peut passer au démarrage du sujet. Parfait. Alors pour démarrer, vous savez, on est toujours dans la tradition un peu de la catchline ou du icebreaker. Donc on a emprunté cette phrase au président du Conseil national des achats: la fonction achat doit passer du cost killer au soft skiller. Alors en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'effectivement, la fonction achat, elle doit se transformer, mais ça, on ne vous l'apprend pas. Elle doit se transformer notamment par sa capacité à pouvoir acquérir de nouvelles compétences et intégrer des innovations, notamment des innovations en termes de modèle économique et digitalisation, d'où le jeu de mots sur le soft skill, avec la dimension soft logiciel. Et le modèle marketplace peut être justement un des vecteurs de cette transformation de la fonction achat. Donc c'est ce qu'on va nous attacher à vous montrer.
Alors, on rentre d'abord dans le modèle marketplace. Donc, vous voyez ici l'agenda. On aura une petite première partie qui sera autour de redéfinition un peu du modèle, les différents acteurs que ce modèle fait intervenir. Ensuite, nous allons vous présenter à quels enjeux une marketplace B2B permet de répondre. On vous présentera aussi le fait que c'est une solution win-win-win, donc au bénéfice du marketplace opérateur, des acheteurs et des vendeurs qu'on va trouver sur une marketplace. On vous présentera quelques cas d'usage, on abordera les facteurs clés de succès, et enfin, on vous présentera donc les deux sociétés un peu plus en détail, notamment l'offre combinée qu'on met sur le marché. Donc pour rentrer dans la première partie, commençons d'abord par quelques définitions pour clarifier l'environnement marketplace B2B. La notion de marketplace, c'est un mot finalement assez large, un mot un peu valise, dont on l'utilise parfois en raccourci pour faire référence à trois choses. Trois choses qu'il est important de distinguer. D'un côté, la place de marché en soi, d'un autre côté, l'opérateur, et enfin, la plateforme technologique qui va soutenir la marketplace. Donc tout d'abord, la place de marché B2B, c'est un modèle économique digital qui va regrouper de multiples vendeurs, au contraire d'un site e-commerce, et de multiples acheteurs, au contraire d'un site d'e-procurement. C'est un espace numérisé qui permet de mettre en relation des différents acteurs pour faciliter leurs transactions commerciales. Le deuxième point, c'est que pour bien fonctionner, ce modèle économique a besoin d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne qui va créer et gérer les activités de la marketplace. C'est donc l'opérateur de la marketplace. L'opérateur, c'est un tiers de confiance pour l'ensemble des vendeurs et des acheteurs et il va développer l'offre, la demande et les services à valeur ajoutée pour drainer des transactions et générer un profit. L'opérateur, lui, se rémunérant donc en fait en majorité des cas sur une transaction, sur une commission pardon, qui est fait sur l'ensemble des transactions arrivant sur la marketplace. Et enfin, ce modèle économique va s'appuyer sur une plateforme qui est une architecture technologique, c'est-à-dire à la fois des fonctionnalités, mais également des points d'intégration avec d'autres systèmes comme le legacy. Cette technologie permet à l'opérateur de gérer la marketplace et notamment les processus de sélection et d'onboarding. Et elle a pour but de digitaliser, simplifier et voire même automatiser les processus de vente et de facturation pour les vendeurs et les processus d'achat et de paiement pour les acheteurs. Donc c'est donc un outil qui apporte de la transparence et de la conformité et qui, grâce à la centralisation numérique, permet de faire l'analyse de données efficacement. Alors merci Julien. Si on essaye justement de projeter ce modèle dans vos organisations, puisqu'on a dans ce webinaire essentiellement des personnes qui travaillent dans les directions achats d'entreprises, d'organisations, soit au niveau de BU, soit au niveau corporate. Donc en projetant ce modèle dans l'organisation, donc on retrouve effectivement le rôle d'opérateur qui là va être joué par la direction achat. Donc, comme l'a dit Julien, la direction achat va devenir un tiers de confiance et va devenir garante du bon fonctionnement de la marketplace et va permettre à chacun de ses participants de réduire les risques. Donc, ça veut dire qu'il faut endosser une nouvelle responsabilité, un nouveau rôle en tant qu'opérateur. Dans une organisation achat, il y a effectivement des fournisseurs. Donc, ces fournisseurs, on les voit à gauche, qui soient d'ailleurs référencés ou non, vont devenir ce qu'on appelle sur la marketplace des vendeurs, puisqu'ils vont effectivement venir vendre leurs services ou leurs produits à des acheteurs sur la marketplace opérée par la direction achat. Donc, dans une vision marketplace, il s'agit de vendeurs. Et vous avez bien sûr les acheteurs, donc, qui sont des clients soit internes, des business units de l'organisation, voire également, et on le verra avec Julien tout à l'heure, ce qui est intéressant dans ces modèles, des clients externes, puisqu'on a effectivement dans les marketplaces achats, des marketplaces qui sont fermés, dédiés à l'organisation et à un univers captif de fournisseurs, mais elles peuvent aussi s'ouvrir partiellement pour d'ailleurs créer des nouveaux modèles de revenus. On vous expliquera cela tout à l'heure. Alors, ce modèle marketplace, on espère que vous l'avez mieux compris, il permet de répondre à quel enjeu. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout à l'heure, Julien a bien expliqué la différence entre le modèle marketplace, les opérateurs et la technologie. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les plateformes qui proposent d'opérer cette marketplace, elles couvrent en fait des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités attendues par des acheteurs B2B. Donc, déjà dans les fonctions de catalogue, puisqu'elles présentent
donc des fournisseurs qui ont été onboardés, donc, dont le processus KYB a été assuré, qui vont pouvoir pousser leur catalogue dans des catégories et qui vont donc donner une visibilité aux acheteurs sur ces catalogues. Alors, ils vont pouvoir aussi, deuxièmement, proposer des offres. Donc, c'est intéressant puisque dans ces fonctionnalités marketplace, vous pouvez pousser des produits et associer à des produits des attributs qui sont des attributs de prix, de promotion, de stock, voilà, qui vont permettre de construire des offres et de les pousser. Vous avez également toute la gestion de la commande, donc ça c'est intéressant puisque vous digitalisez grâce à ces plateformes la commande et vous avez aussi une traçabilité et un historique de ces commandes. Et vous offrez aussi à travers ces plateformes des fonctionnalités aux différents intervenants, que ce soit les fournisseurs ou les acheteurs, pour pouvoir justement suivre l'ensemble de ces commandes, suivre les livraisons, pouvoir aussi, c'est très important, évaluer, donc évaluer des fournisseurs, mais évaluer aussi des produits. Donc tous ces éléments, c'est d'ailleurs des éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer en guise de KPI pour pouvoir optimiser la performance justement de vos achats. Et puis tout ce qui est exploitation de données et finances, hein, l'une des forces du modèle marketplace, c'est effectivement de pouvoir générer beaucoup de données. Et donc, vous avez aussi des fonctionnalités financières, alors qui peuvent être soit les fonctionnalités proposées par ce qu'on appelle les outils de paiement, les PSP, la marketplace, soit si vous êtes dans une organisation, une entreprise avec ces systèmes de paiement, vous appuyez sur ces systèmes de paiement. Vous pouvez aussi ajouter, et c'est intéressant, des services de financement, puisque en B2B, effectivement, on ne paye pas sa commande tout de suite. Donc, ce sont des éléments aussi que les plateformes et l'écosystème marketplace vous permet d'ajouter. Voilà, donc Julien, je te passe la main. Effectivement, donc Alexandre nous a fait un petit topo un peu sur la décomposition du processus. Et maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le détail en fait de la classification du spend, il est courant de classer l'ensemble des achats en 3 catégories. D'un côté, les achats stratégiques qui sont critiques pour la conduite de l'activité. Cette catégorie va regrouper généralement un nombre faible de fournisseurs avec peu de transactions et une valeur élevée pour chaque transaction. C'est dans ce cas-là la partie amont du processus achat qui est la plus importante, notamment au travers de la définition des besoins, de la négociation avec les fournisseurs et de la maîtrise des risques d'approvisionnement qui pourraient bloquer l'ensemble de la chaîne de production. Ensuite, on a la seconde catégorie qui concerne des achats importants mais qui ne vont pas mettre l'entreprise à risque en cas de discontinuité ou pour lesquels des multiples sources d'approvisionnement sont à disposition. Cela concerne un nombre important de fournisseurs avec un fort volume de transactions et une valeur par transaction plutôt moyenne. Et enfin, la troisième catégorie, le long tail, va concerner les achats à faible valeur, non critiques pour l'entreprise. Il y a généralement une multitude de fournisseurs dans cette catégorie, un nombre très élevé de transactions et à valeur unitaire faible. Et dans ce cas-là, c'est la partie aval du processus achat qui est la plus importante, car les principaux coûts ne se reflètent pas en fait dans la valeur nominale du produit ou du service, mais plutôt dans le coût de traitement. Donc les marketplaces B2B, elles sont particulièrement adaptées pour adresser les catégories 2 et 3, donc le spend tactique et tail, car ce sont les catégories pour lesquelles l'entreprise passe le plus de temps et dépense beaucoup d'argent dans le traitement administratif et financier, aussi bien des fournisseurs, des catalogues de l'offre et des transactions. Le spend stratégique n'est pas pour autant exclu de l'environnement marketplace B2B. Nous allons d'ailleurs vous présenter un peu plus loin un cas d'usage pour cette catégorie d'achat. Et donc en passant au slide suivant, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que si les marketplaces B2B sont particulièrement intéressantes pour les parties prenantes, c'est parce qu'elles permettent d'adresser les catégories d'achat qui ont une forte proportion de coûts cachés. C'est ce que montre un peu ce visuel. Donc la partie foncée représente les dépenses visibles, généralement, donc très fort dans le cas des catégories d'achat stratégiques et faible dans le long tail. Et la partie un peu plus claire représente les coûts cachés. En effet, lorsqu'on regarde le TCO de ces 3 catégories, la part de coûts cachés est importante, voire très importante, pour les catégories d'achat tactique et tail, aussi communément appelées achats de classe B et C.
Et la valeur nominale d'un produit ou d'un service peut être largement dépassée par les coûts d'acheminement et de livraison, la gestion des fournisseurs dans la base de données, le fait de ne pas respecter les processus mis en place par l'entreprise, le traitement de la commande, le traitement financier et comptable de chaque transaction, comme par exemple la facture, la gestion des erreurs et des retours, etc. Pour donner quelques chiffres, la création et la mise à jour d'un fournisseur dans une base de données coûte généralement entre 500 € et 1500 € à l'année par fournisseur. Et le traitement d'une commande peut coûter une dizaine d'euros, le traitement d'une facture une quinzaine d'euros. Donc si on prend un fournisseur pour lequel on aurait une dizaine de transactions à 50 € par an, finalement les dépenses visibles vont être de l'ordre de 500 €, alors que les coûts cachés pourraient atteindre plus de 1200 €. Donc on voit bien qu'il y a un déséquilibre entre la partie visible et la partie coûts cachés. Nous allons maintenant vous présenter les bénéfices de l'environnement Marketplace B2B, pas uniquement pour l'organisation acheteuse, dont on vient de voir un exemple au travers du TCO, mais pour l'ensemble des parties prenantes, donc l'opérateur de la Marketplace, les acheteurs et les vendeurs. Donc Alexandre, je te passe la main. Très bien. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, la mise en place du modèle marketplace pour une organisation achat peut être un modèle 3 fois gagnant pour à la fois l'opérateur, les fournisseurs et les acheteurs. Donc déjà, si on prend un peu de hauteur, ce qu'on voit, et vous l'avez compris, hein, il y a sans doute parmi vous des acheteurs sur des marketplaces B2C ou C2C, il y a l'intérêt d'une centralisation de l'ensemble du processus achat et la possibilité effectivement de retrouver dans un seul endroit l'ensemble effectivement des produits ou des services qu'on souhaite acheter. Tous ces éléments aussi sont à mettre en relation avec de la collaboration que tout ça va créer, puisque effectivement sur une même plateforme vont pouvoir collaborer des vendeurs, des acheteurs et le tiers opérateur. Donc on voit qu'en termes chapeau, finalement, l'efficacité opérationnelle apportée par le modèle marketplace est quelque chose d'important. Vous avez ensuite, si vous prenez votre casquette d'opérateur, vous êtes direction achat et vous opérez une marketplace, ce que vous allez pouvoir principalement avoir comme apport, c'est des apports de revenus, puisque vous allez mettre en place un nouveau business model. Julien l'a évoqué tout à l'heure. Alors, le modèle marketplace, effectivement classique, on le pense sur une commission sur les transactions, mais vous allez pouvoir également proposer peut-être des services à vos fournisseurs, ce qui va vous permettre de fidéliser ces fournisseurs, de vous différencier aussi par rapport à d'autres marketplaces. Tout ça, c'est aussi très important pour pouvoir en fait permettre la scalabilité du modèle. Alors, deuxième type d'avantage en fait, pour booster la performance d'acteurs de la marketplace, vous avez effectivement aussi beaucoup d'apports de valeur en termes aussi de revenus pour les vendeurs, parce que vos vendeurs fournisseurs, vous leur offrez un nouveau canal de distribution, vous leur permettez d'accéder à de nouveaux acheteurs, et vous automatisez, vous motorisez leur vente à travers justement tous les outils dont on a parlé tout à l'heure, de prise de commande, de facturation, de livraison, etc. Donc tous ces éléments sont des éléments créateurs de valeur pour les fournisseurs et c'est un moyen pour eux aussi de développer leurs revenus. Et puis pour les acheteurs, on l'a vu tout à l'heure sur l'analyse TCO, vous allez principalement leur permettre de réaliser des économies. Mais avant ça, c'est surtout une expérience utilisateur en fait, qui va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus proche de ce que effectivement on connaît dans le monde B2C, ce qui va permettre effectivement d'améliorer qualitativement l'expérience d'achat et également de réduire les coûts d'achat avec un suivi de l'ensemble des commandes, des livraisons, des facturations et donc des dépenses beaucoup plus optimisées que dans des modèles traditionnels. Voilà. Donc vous avez effectivement globalement, grâce au modèle marketplace, une amélioration de ces 4 KPI qui sont listés sur ce slide. Julien, je te donne la parole pour maintenant donner des cas d'usage qui vont vous permettre d'illustrer concrètement l'apport du modèle à des entreprises.
Merci Alexandre, et n'hésitez pas si vous avez quelques questions à en faire part dans l'onglet questions. On a prévu une petite session de Q&A à la fin de cette présentation. Donc pour entrer dans les cas d'usage, le premier cas d'usage, c'est un modèle que l'on rencontre très souvent dans le monde des marketplaces B2B. Nous avons construit en fait pour le distributeur Axfood, qui est une société basée en Suède, une marketplace privée qui permet à plus de 1000 magasins, soit détenus en direct par la marque, soit franchisés, de réaliser leurs achats indirects. Dans ce modèle, Axfood va jouer le rôle de centrale d'achat en sélectionnant les vendeurs et en gérant le contenu et l'assortiment de produits pour l'ensemble des magasins. Aujourd'hui, il y a plus de 100 vendeurs qui sont connectés au magasin. Vous remarquez que c'est un chiffre qui n'est pas forcément très très élevé, et c'était un critère important en fait dans ce projet, qui était plutôt d'orienter autour de la qualité de la sélection des fournisseurs, au travers des gammes, des conditions d'achat, du contenu mis à disposition, ce qui va permettre en fait une facilité et une rapidité d'achat pour les utilisateurs, tout en s'assurant de la conformité avec les règles de l'entreprise. Cela permet de résoudre le problème de certaines marketplaces parfois trop ouvertes, où il y a une dispersion trop forte, problème que l'on peut rencontrer sur Amazon Business par exemple. La solution permet de proposer des assortiments spécialisés pour chaque marque, chaque magasin et chaque rayon. Et les achats peuvent être guidés au travers de collections. Et enfin, l'équipe achat va pouvoir intervenir et apporter une assistance aux utilisateurs en fonction de leurs besoins dans leur parcours d'achat. Enfin, la solution a permis d'améliorer la collaboration avec les vendeurs et de faciliter les processus jusqu'au traitement des factures au format électronique. Donc on couvre l'ensemble finalement du processus procure to pay. Le deuxième cas d'usage se rencontre lui un peu moins régulièrement, mais il est intéressant car il permet d'adresser le spend stratégique. Donc, si vous vous souvenez la petite courbe avec les trois catégories d'achat que je vous ai présentées plus tôt, donc on disait qu'il y avait une forte concentration autour du spend tactique et tel, mais il y a quand même quelques cas d'usage qui s'appliquent bien dans le cadre du spend stratégique et récurrent au travers de l'environnement marketplace. C'est en l'occurrence le sujet là de ce cas d'usage. Donc on a construit pour Danone une marketplace privée permettant à ses fournisseurs de rang 1 d'aller sourcer auprès des fournisseurs de rang 2 de la matière première, comme de la pulpe de fruits, donc qui va être après utilisée dans les yaourts, et du packaging, comme des emballages, donc par exemple les petits pots de yaourt. Danone joue le rôle d'intermédiaire en achetant en vrac aux fournisseurs de rang 2 pour ensuite revendre aux fournisseurs de rang 1. Aujourd'hui, il y a plus de 900 fournisseurs onboardés sur la marketplace et la GMV, donc l'ensemble de la valeur des transactions, a atteint un volume d'affaires de plus de 2 milliards de dollars en 2 ans et demi, puisque la solution est live depuis juin 2019. Cette solution permet une meilleure visibilité sur la chaîne d'approvisionnement pour Danone, qui donc peut contrôler la partie à la fois fournisseur en 2, fournisseur en 1, ce qui va faciliter la prédictibilité et la planification. Et le fait de mutualiser les demandes et donc de se reposer un peu sur la puissance de Danone sur le marché permet d'aller baisser également les prix. De manière globale, la solution a permis à Danone de transformer la fonction achat d'un centre de coût en un centre de profit, puisque le fait de jouer ce rôle de revendeur leur a permis en fait de générer une nouvelle ligne de revenus dans leur business model. Donc on vient de rentrer dans le détail de 2 cas d'études, en l'occurrence un exemple de centrale d'achat pour des clients internes et des franchisés, et un exemple de business model permettant d'adresser le spend stratégique avec une entreprise qui s'est positionnée comme intermédiaire entre ses fournisseurs de rang 2 et de rang 1. À noter que pour la première catégorie de cas d'usage, donc la boîte en haut à gauche, ça ne s'applique pas uniquement à des marketplaces privées comme celle d'Axfood, mais ça peut aussi très bien s'appliquer à des marketplaces plus ouvertes. Un cas assez courant qu'on rencontre en France, c'est la marketplace Astor, donc la marketplace du groupe Accor Hôtel, qui est ouverte à différentes chaînes hôtelières. Le nombre de possibilités d'utilisation d'une marketplace B2B pour développer un nouveau business model, transformer un centre de coût en un centre de profit, en fait, il est illimité. Mais en complément des 2 cas présentés, on voulait vous partager 4 autres cas d'usage que l'on rencontre assez régulièrement. Il y en a un qui concerne en fait le traitement des achats indirects de classe C. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Mais les solutions d'e-procurement n'ont pas vraiment su répondre à tous les attendus et apporter les bénéfices espérés. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, beaucoup d'organisations achats se tournent vers le modèle marketplace pour bénéficier de processus 100% digitalisés, centralisés, intégrés à leur écosystème,
et offrant une interface utilisateur similaire au monde du B2C, comme l'a rappelé précédemment Alexandre. Ce qui va permettre d'avoir accès à du contenu en lien avec les politiques d'achat internes. Un autre cas d'usage, c'est dans certains secteurs, des acteurs qui bénéficient d'une expertise particulière vont pouvoir se positionner en tant que tiers de confiance vis-à-vis de l'ensemble de l'écosystème. Et aussi bien dans la vente de leurs produits en interne, s'ils peuvent se positionner comme fournisseurs, mais aussi en tant que revendeurs de produits externes. On peut citer la marketplace d'Alstom, qui est un exemple dans cette catégorie. Autre cas que l'on rencontre de plus en plus, c'est tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire. C'est un sujet qui apparaît de plus en plus dans le monde des marketplaces B2B. C'est un sujet aussi très, très trendy. Et dans ce cas-là, on a des opérateurs qui vont acheter des produits donc, utilisés pour les vendre à des sociétés qui vont les reconditionner avant, finalement, en bout de chaîne, de les remettre à disposition du consommateur final. On est donc là dans un modèle B2B2C. Et enfin, un autre cas souvent rencontré concerne les sociétés de services, par exemple dans les services achats ou le traitement des processus transactionnels, qui vont centraliser les prestations qu'elles apportent à différents clients pour de leur côté être plus efficaces dans la conduite de leurs opérations et faire bénéficier leurs clients d'économies d'échelle. Alors merci. Voilà. Pardon. Non, mais je t'en prie, j'allais te passer la main, Alexandre. Donc, si tu nous parlais Voilà, un peu de merci facteurs clés de beaucoup, succès. Julien, et j'espère que ça vous a permis de vous projeter dans des déclinaisons possibles du modèle marketplace. On va prendre quelques minutes pour analyser les facteurs clés de succès. Alors, en fait, chez Marjorie, notamment, on a une best practice dans le domaine des marketplaces qui réunit des experts qui ont beaucoup travaillé sur des marketplaces achats. Et les 4 points qu'on voulait partager avec vous en termes de facteurs clés de succès, si à l'issue de ce webinaire, vous voulez vous lancer dans un projet marketplace, c'est d'une part l'inscrire dans une stratégie. Alors, ça paraît toujours un truisme, mais en fait, on voit trop, avec Julien également, qui je pense ne me contredira pas, des clients qui commencent par le mauvais bout, c'est-à-dire qui commencent par le choix d'une technologie, avant de se poser la question finalement de savoir avec quelle stratégie, effectivement, au service de quelle stratégie va être ce choix technologique. Donc il faut bien effectivement savoir à quelle problématique achat vous voulez répondre, en ayant bien analysé vos performances, quels sont les types d'achats que vous voulez couvrir, quels sont les processus que vous voulez couvrir, et quel est aussi votre modèle de création de valeur. On a dit qu'il y en avait plusieurs. Il y a effectivement la commission, mais il y a possibilité aussi de proposer des services. Et puis, bien sûr, définir les objectifs et la manière dont vous voulez les mesurer pour pouvoir établir le succès du projet et corriger ce qui doit être corrigé. Un autre sujet aussi très important, c'est l'adhésion avec le legacy de l'entreprise. Vous êtes dans des organisations plus ou moins, effectivement, de taille plus ou moins variée, mais dans des grosses organisations, on a un système d'information existant avec une direction des systèmes d'information qui souhaite que les systèmes qu'on construit puissent dialoguer avec les systèmes installés. Donc, il faut aussi que vous définissiez bien justement ce périmètre d'intégration en amont. Deuxième point important, facteur clé de succès, c'est bien onboarder les utilisateurs. Effectivement, il faut des bons process, il faut des bons outils pour pouvoir onboarder correctement vos fournisseurs, mais également les acheteurs de l'autre côté, qu'il y ait une bonne UX, que ce ne soit pas des usines à gaz. Et pour ça aussi, d'ailleurs, il faut vous appuyer sur une organisation, puisque ça veut dire qu'il faudra sans doute faire appel à des nouvelles compétences dans vos équipes en ayant des personnes en charge de l'onboarding, des personnes en charge de l'account management. Mais c'est un facteur effectivement déterminant de la réussite du projet. Troisième point, choisir une plateforme agile. Alors, j'ai dit tout à l'heure, il fallait une plateforme qui propose une expérience utilisateur fluide, mais il faut aussi éviter de choisir des blocs logiciels assez monolithiques et préférer plutôt des systèmes APIsés qui vont vous permettre justement, notamment, de pouvoir relier ce système à votre système d'information installé, le legacy. C'est aussi une condition
de réussite de ce type de projet. Et dernier point, c'est opérer un déploiement rapide. On est dans un monde concurrentiel, on est dans un monde où il faut aller vite, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de projets de marketplace achat qui ont mis beaucoup de temps à se lancer, alors parce qu'ils étaient effectivement pas forcément toujours très bien cadrés en amont, mais parce qu'aussi on avait négligé le volet change management, et c'est important d'avoir effectivement une équipe qui prenne ces sujets en charge, qui fasse des formations, qui mette en place des kits de déploiement, surtout si vous avez des problématiques de déploiement de ces solutions à l'international. Voilà. Donc, simplement, on arrive bientôt au terme de ce webinaire. Juste vous parler des synergies entre Tradeshift et Marjorie, mais peut-être vous redire un mot sur qui on est. Donc, Julien. Oui, donc un petit rapide topo pour les personnes qui ne connaîtraient pas nos deux sociétés. Donc, tout d'abord, Tradeshift, une société créée en 2010 au Danemark, dont le siège est aujourd'hui à San Francisco. Nous construisons depuis plus de 10 ans l'un des plus grands réseaux B2B qui est ouvert autour d'une plateforme applicative constituée d'applications aussi bien développées par Tradeshift que développées par finalement des sociétés tierces, mais également par certains de nos clients qui peuvent donc développer ça dans l'écosystème Tradeshift. De notre côté, nous éditons des solutions technologiques pour 3 marchés que je vous ai cités précédemment. Et une métrique un peu clé sur notre réseau, c'est qu'en 2021, le total de la GMV qui transite a dépassé le trilliard de dollars, donc pour la première fois en cumulé depuis 2010, une croissance de 100% en 2 ans. Voilà, donc nous, Marjorie est une société créée en 2018, on est 55 collaborateurs, on a une présence pour l'instant qui est essentiellement européenne, mais on a des ambitions sur les États-Unis et l'Asie. On a procédé à une levée de fonds en 2000 de 8 millions de dollars, et on a des clients qui sont des clients dans le monde du retail ou dans le monde industriel. On a donc une solution d'automatisation, on dira encore quelques mots après, qui permet d'automatiser effectivement les process et puis l'intégration de nouveaux services dans des contextes d'entreprise. Et on a développé une practice autour du e-commerce et des marketplaces avec des experts qui s'appuient sur cette solution pour pouvoir aider des clients à lancer, à développer, à scaler des marketplaces. Voilà, on a connu une forte croissance de notre chiffre d'affaires en 2021 et on est sur une tendance même supérieure en 2022. Et donc, ce qu'on souhaitait vous présenter maintenant, c'est finalement que grâce aux complémentarités techniques et de services de Tradeshift et Marjorie, nous pouvons proposer une offre hybride, à la fois backbone et best of breed. Donc voilà, si on reprend notre environnement marketplace B2B, on a chacune des 3 parties, vendeur, opérateur et acheteur, qui a déjà probablement un environnement technologique qu'elle utilise au quotidien pour son activité, donc le legacy. Notre approche va venir à consister à venir combiner un ensemble de technologies tournant autour d'un backbone Tradeshift avec des add-ons qui sont des applications spécifiques développées par d'autres sociétés. Et aussi donc avec des intégrations avec l'ensemble des systèmes existants. Marjorie va jouer le rôle d'orchestrateur de son côté en assurant la connexion et une bonne intégration entre tous ces composants technologiques et en apportant de l'automatisation dans la mise en place et le traitement des processus. Voilà, ce qu'on peut juste ajouter, c'est qu'effectivement, vous avez pour les différents acteurs de la marketplace, en dehors du backbone qui va vous permettre d'opérer les fonctionnalités achats attendues, vous avez un environnement marketplace avec des outils de paiement qu'il va falloir connecter. Alors, vous pouvez aussi connecter vos outils de paiement legacy. Également, les outils aussi de financement qui sont des éléments très importants puisque en B2B, on est dans un monde où il y a des pratiques de financement des vendeurs et des acheteurs. Hein. Ça peut être de l'affacturage, ça peut être du buy now, pay later, ça peut être du crédit. Donc, toutes ces solutions, il faut pouvoir les mettre en œuvre dans le cadre de votre plateforme.
Donc, c'est aussi ce qu'on peut permettre chez Marjorie. Et puis, il y a ce qu'a expliqué Julien, toute la connexion avec ce que vous voyez en bas, le legacy, qui est aussi un enjeu de réussite de ces projets, puisque vous avez, en tant qu'entreprise, certainement déjà un CRM, certainement peut-être un outil de gestion de vos références produits, un outil d'e-procurement, du warehouse management, des outils de transport. Tout ça, il va falloir effectivement les relier aussi à votre plateforme marketplace, ce qui va être une des conditions de réussite aussi de votre projet, mais potentiellement, cette intégration peut représenter une charge en termes de coûts et en termes de rapidité, de go-to-market, et donc la solution d'orchestration Marjorie est là pour nous permettre de l'optimiser. Voilà. Donc on arrive au terme de ce webinaire. On vous remercie beaucoup de votre participation. On va faire une petite synthèse des questions. Julien, est-ce que tu veux commencer? Oui, alors on a une première question qui, comme effectivement on est reparti un peu des bases du modèle de marketplace, une première question plutôt orientée business et marché qui nous demande quelle est la taille aujourd'hui du marché pour l'ensemble des marketplaces B2B. Alors en fait, si on reprend un peu de hauteur, faut savoir que l'ensemble des transactions donc B2B qui sont aujourd'hui digitales, donc ce qu'on peut appeler le e-commerce B2B, représente environ 20 trilliards au global par an. Et ce qu'on remarque, c'est que les marketplaces prennent une part de plus en plus importante dans ce marché, qui représente autour de 3 à 5 trilliards. Donc c'est une estimation qui est faite par la plupart des analystes pour les années à venir, notamment entre 2023 et 2025. Donc voilà concernant la taille du marché. Donc ça représente l'ensemble de la valeur transactionnelle qui peut passer au travers de différentes marketplaces B2B. Donc aussi bien des marketplaces comme Amazon Business, etc., ou donc très ouvertes, mais également des marketplaces beaucoup plus fermés, comme les cas d'usage qu'on a pu vous présenter précédemment. Alors Julien, moi j'ai une question sur la durée moyenne du lancement de ce type de projet. Alors c'est toujours une question un peu difficile à répondre, mais en fait tout dépend, hein. Rappelez-vous ce qu'on a montré tout à l'heure aussi, du niveau d'adhérence avec l'organisation, le legacy. Si c'est un projet un peu commando sur par exemple des achats indirects, voilà, des achats de classe C, et que vous n'avez pas, vous n'avez pas forcément de contraintes de connexion à votre système d'information. Ce sont des plateformes qui peuvent être mises en place en 3-4 mois et commencer à travers donc une MVP, un minimum viable product, à délivrer de la valeur. Après, si effectivement c'est un projet où vous devez par exemple faire les paiements sur un ERP maison, le connecter cette plateforme à votre CRM, ça va rallonger les délais de lancement. Si vous voulez aussi internationaliser, vous allez rentrer dans d'autres problématiques. Mais ce qu'on a essayé aussi de vous montrer avec justement le partenariat entre TradeShift et Marjorie, c'est qu'on peut être justement un accélérateur de go-to-market dans ce type de cas, et également un moyen de dérisquer aussi les problématiques techniques et le glissement des coûts de lancement d'un tel projet. Voilà. Et je rajouterais d'ailleurs, Alexandre, sur la partie peut-être un peu plus business. Généralement, le modèle marketplace, donc on vous a montré que c'était un modèle économique, mais ce modèle économique, dans la plupart des cas, il vient s'intégrer finalement dans une activité déjà existante ou en complémentarité d'une activité cœur. Et donc, ce qu'il est important aussi pour s'assurer qu'on ne va pas dépasser le timing prévu, est important de bien designer, de bien comprendre comment ce nouveau modèle économique qu'on met en place va venir s'intégrer, va apporter finalement des synergies avec les activités cœur de l'entreprise. Et de ça découle du coup vraiment la définition claire du périmètre associé. On a eu plusieurs cas d'usage où finalement la stratégie n'avait pas été bien définie au début, avec une volonté de se disperser sur trop de
trop de pays différents, trop de régions différentes, alors que parfois l'approche la plus efficace, c'est de commencer par quelques pays et puis plus tard, d'aller scaler et donc là d'étendre la solution à l'international. Voilà, donc ça c'est effectivement un point important, c'est la capacité de, effectivement, pour réussir un projet, à s'intégrer dans une stratégie, bien sûr, et aussi dans une organisation et dans un système d'information existant. Donc on vous répondra en fait aux autres questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter dans un mail qu'on vous enverra à l'issue de ce webinaire. Donc, on voulait vous remercier avec Julien de votre participation. Et on vous encourage à retrouver le replay de cette session, de cette masterclass sur Livestorm en vous connectant sur marjorie.io. Vous recevrez un mail explicatif dans l'après-midi. Merci à toutes et à tous de votre participation. Merci Julien. Merci Alexandre. Merci à tous. Et à bientôt.